Et alors aujourd'hui, pour ce troisième webinaire, on a le plaisir de recevoir Florent Hainaut et Geoffroy Moreau qui vont se présenter dans quelques secondes, et on va parler donc d'une thématique qui est vraiment d'actualité, c'est-à-dire cash is king. Donc comment optimiser vos coûts dans cette période de crise qui démarre depuis peu. Je voulais aussi vous rappeler que ce webinaire, il est fait avec vous, pour vous. J'insiste sur le fait que ce sont la plupart du temps des membres du Cercle de Wallonie qui partagent avec vous donc leur expertise, qui est le cas ce midi. Je voulais aussi vous dire que, en mon nom, celui du président du Cercle, c'est-à-dire Roland Gillet, professeur à l'ULB, à la Sorbonne, mais aussi de toute l'équipe du Cercle de Wallonie, vous dire simplement que vous nous manquez, qu'on a très hâte de vous retrouver en présentiel, donc physiquement, bientôt, je l'espère, sans doute ou plus tard en septembre, que ce soit à Liège, à Namur, à Mons ou dans le Brabant wallon. Et d'ici là, simplement vous dire qu'on travaille d'arrache-pied pour vous proposer effectivement aussi une très belle programmation à la rentrée qui évidemment tiendra compte des mesures sanitaires, ça c'est une évidence. Et vous dire aussi que, comme vous, on est en train de se réinventer et on va essayer d'avoir, je dirais, des nouvelles choses à vous proposer pour pouvoir vous mettre aussi en avant vous et vos sociétés. Mais on vous en parlera dans les semaines qui viennent très très prochainement. Alors, pour parler d'un sujet qui est vraiment d'actualité, donc Cash is King, j'ai à ma gauche Florent Hainaut. Je propose que Florent se présente. Bonjour Hamid, merci. Je m'appelle Florent Hainaut, je suis le fondateur de la société Bridgewater. Depuis 2008 en fait, depuis la crise de 2008, on aide des grandes entreprises du top 500 en Belgique à optimiser leurs coûts. On appelle souvent mon métier cost killer. Oui. Je préfère dire créateur de valeur. Oui, c'est plus positif, effectivement, c'est une meilleure baseline. Voilà. Alors, à ma droite, Geoffroy Moreau, qui est aussi membre du Cercle de Wallonie. Bonjour Geoffroy. Bonjour Hamid. Moi je suis dirigeant et fondateur de Ecofin, qui est un bureau de consultants spécialisé en fusion-acquisition. On accompagne des PME de taille moyenne, de 50 à 300 personnes en général, à réaliser des levées de fonds, à transmettre, des dirigeants à transmettre leur entreprise, mais aussi dans quand même certains cas des restructurations. Et à ce titre-là, j'ai aussi une expérience d'entrepreneur, puisque je dirige deux sociétés qui ont été victimes de la crise et qu'on a restructurées en plusieurs années. Voilà. Donc, en résumé, Geoffroy est plutôt spécialisé, je dirais, dans les réorganisations d'entreprises, mais pas que. Et puis, à ma gauche, un cost killer sympa, en plus, c'est comme ça qu'il faut le présenter. Alors, justement, Florent, on va démarrer par vous. La réduction des coûts, vous savez ce que c'est, mais j'imagine que ça ne se décide pas comme ça. Il y a des obstacles qui peuvent se présenter à nous. Et quels sont ces obstacles? J'imagine que ce n'est pas une promenade de santé que de le faire. Exactement. Il y a 2 ans, on a interrogé justement les entreprises sur quels étaient les principaux obstacles dans leur plan de réduction des coûts. Il faut savoir que dans les 5 dernières années, 90% des entreprises disent avoir mis un plan de réduction des coûts en place. Et les principaux obstacles qui reviennent donc le plus souvent, on nous répond le manque de temps, oui, trop de projets et problème de communication en interne. Et c'est vrai que ce manque de temps, trop de projets, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les sociétés. Pourquoi? Parce que, en fait, on ne se rend pas compte, mais on lance toute une série de projets en même temps. La réduction des coûts peut être un projet à part entière dans l'entreprise, et on sait qu'en moyenne, dans les sociétés, 50% des projets n'auront jamais de fin. Et c'est ce qui se passe. Parfois, moi, dans des sociétés, je vois des entreprises qui me disent, voilà, je suis déçu parce qu'on s'est mis autour de la table. Première réunion, bonne volonté, tout le monde était là, on était 10. La réunion suivante, on n'était plus que 5. Et la réunion d'après, j'étais tout seul. Et c'est vrai que c'est un problème dans les sociétés, c'est que finalement, on part dans beaucoup de projets différents, mais au final, là, un plan de réduction des coûts ne va pas au bout. Et la communication aussi, la manière dont les entreprises communiquent sur un plan de réduction des coûts a son importance, parce qu'évidemment, quand vous annoncez à vos employés ou à vos clients, voilà, on va fermer telle usine ou on va licencier du personnel, ça ne donne pas forcément une bonne image, une image engageante. Donc on peut avoir peur pour son emploi. Donc du coup, c'est vraiment important de travailler cette communication. Alors ça c'est pour le premier volet, donc les obstacles. Alors où peut-on trouver des sources, des gisements de réduction des coûts? J'imagine que chaque boîte est différente et que donc c'est chaque fois des différences. Là je vais vous partager mes secrets. En fait le démarrage il est assez simple.
Moi, la première chose que je fais quand j'arrive dans une société, c'est regarder à la structure de coûts de l'entreprise. Donc, il suffit de sortir vos coûts, une liste de vos coûts comptables par catégorie de coûts ou par fournisseur, ou les deux. Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'applique une règle de Pareto. Donc, si vous sortez ça avec un fichier Excel, vous pouvez facilement faire cette règle de Pareto, 80-20. Donc, ça veut dire que vous pouvez considérer que 20% de vos fournisseurs ou 20% de vos coûts, 20% de vos fournisseurs vous représentez 80% de vos coûts. Donc, ça vous donne un focus. Vous avez de cette manière-là, vous pouvez vous dire, bah, tiens, c'est là-dessus que je dois travailler en priorité. Ensuite, ce que je fais, c'est qu'une fois qu'on a identifié ces postes où il va vraiment falloir aller travailler, ou ces fournisseurs, moi, j'utilise une sorte de prisme. Donc, je vais passer chacun des postes de coût ou des fournisseurs selon 3 composantes. La première, c'est le potentiel d'économie qu'on peut aller chercher. Mettez la priorité sur des postes de coût où vous avez un potentiel d'économie supérieur à 10%. L'autre composante, c'est le temps. Ne sous-estimez pas le temps nécessaire que vous allez devoir passer, que vous allez devoir investir, ou bien le temps pour mettre en place une solution. Elle ne sera peut-être pas mise en place du jour au lendemain, donc regardez bien le temps que ça va vous prendre. Et la dernière chose, très importante aussi, c'est dans quelle va être votre capacité de mettre en œuvre cette solution. S'il y a des syndicats dans la société qui pourraient avoir ne pas envie d'avoir telle solution, ou bien vos engagements contractuels, vous êtes peut-être encore lié avec le fournisseur pour 2-3 ans, donc vous êtes peut-être bloqué. Dernière chose, ça peut être l'aversion au changement. Simplement, les gens n'ont pas envie dans votre organisation d'aller dans le sens où vous voulez aller. Une fois que vous passez chacun de vos coûts, de vos fournisseurs dans ce prisme, vous pouvez établir un ratio et voir là où vous devez travailler en priorité, sur quel poste de dépense. Alors, je rappelle simplement je dirais aux téléspectateurs qui sont effectivement les membres du Cercle de Wallonie que là, je me fais le porte-parole d'un certain nombre de questions que vous avez posées en amont. Mais bien entendu, ici, vous êtes en direct, donc vous pouvez poser un certain nombre de questions et je me ferai évidemment le porte-parole auprès de Florent et de Geoffroy dès que c'est possible. Alors justement, Florent, restons sur le cost-cutting, si je puis dire. Jusqu'où peut-on aller? Parce qu'à un moment donné, on peut aller par peur aussi, aller peut-être trop loin. Et je dirais, je caricature évidemment, licencier pratiquement toute la boîte, et puis quand la reprise est là, on se retrouve à devoir engager en catastrophe et à des coûts peut-être pas intéressants. C'est une bonne question parce qu'en effet, depuis 2008, on voit des entreprises qui ont multiplié les plans successifs de réduction des coûts, et le risque, c'est d'arriver dans un cercle vicieux du cost-cutting. J'ai pu voir au début, après la crise de 2008, que finalement, il y avait beaucoup d'économies à aller réaliser. Mais au fur et à mesure, il y en a de moins en moins. J'aime à comparer qu'à un moment donné, il n'y a plus rien à ronger sur l'os, il n'y a plus de gras. Le gigot est à l'os, comme on dit. Voilà, exactement. Et donc, du coup, il faut vraiment faire attention de ne pas tomber dans le cercle vicieux du cost-cutting. C'est-à-dire que si vous voulez améliorer votre rentabilité, évidemment, vous pouvez soit taxer votre stratégie sur les ventes, booster les revenus, booster les ventes, ou bien optimiser vos coûts. Beaucoup d'entreprises, avec la crise, n'ont eu d'autre choix que de se focaliser sur les coûts. Mais attention, si c'est répété à chaque fois un plan de réduction des coûts, en fait, vous allez tomber dans un cercle vicieux qui va avoir 2 effets. Le premier, c'est si vous mettez en place un plan de réduction des coûts, il va avoir un impact sur votre personnel. Votre personnel va être moins motivé parce qu'il va se dire oui, qu'est-ce qui va se passer, comment va se passer l'avenir de cette entreprise. Du coup, les résultats de votre personnel vont s'en ressentir et les résultats de votre entreprise. Donc, ses bénéfices. Et donc, vous allez devoir de nouveau réduire vos coûts. Le deuxième effet va être sur, si vous réduisez trop vos coûts, sur les produits et services que vous proposez. Ça veut dire que si vos produits et services sont moins qualitatifs, vous impactez votre base client et de nouveau vous impactez votre résultat et votre bénéfice. Et donc, moi j'ai vraiment pu voir des sociétés qui d'année en année, finalement se tombent dans ce cercle vicieux. Donc, moi mon conseil ici, c'est de vraiment dire aux entreprises, oui au plan de réduction des coûts, mais ils doivent servir à financer le retour à la croissance. C'est vraiment ça qui est important.
Alors justement, quelle est la recette ou les secrets que vous pourriez partager avec les autres collègues qui sont membres du cercle pour avoir un plan de réduction des coûts efficace et donc pas tomber dans ce cercle vicieux auquel vous faisiez allusion tout à l'heure? Alors, moi j'ai l'habitude de poser 3 questions à l'entreprise. C'est de dire, premièrement, quel est votre objectif? Combien d'économies vous avez besoin pour réaliser vos objectifs stratégiques? Donc ça, c'est la première question à se poser. Dans la majorité des cas, les entreprises ne le savent pas. Les entreprises me disent, on doit réduire les coûts. Oui, mais combien? Vous avez besoin de combien? Ça, les entreprises n'ont souvent pas de chiffres en tête. Mais pourtant, c'est important. Si aujourd'hui, vous avez un objectif, que vous voulez devenir numéro 1 de votre secteur, que vous voulez construire un nouvel entrepôt pour être plus efficace au niveau de votre logistique, vous devez pouvoir mesurer et pouvoir savoir, OK, ces économies vont servir à financer ma croissance. Mais du coup, combien vous avez besoin? Combien vous avez besoin d'économies? Donc, la première question à se poser, c'est quel est l'objectif? Deuxièmement, c'est quand? Pour quand devez-vous avoir besoin de ces liquidités? Pour quand? Et donc ça, c'est la deuxième chose, c'est de pouvoir estimer, très bien, je vais phaser et j'ai besoin de ce niveau d'économie à tel moment, de ce niveau d'économie. Donc il faut vraiment aussi se mettre à un timing concret. Et la troisième chose, c'est vraiment de définir les moyens. Quels moyens vous êtes prêts à mettre en œuvre pour réaliser ce plan? C'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte que les achats, quand les achats peuvent représenter jusqu'à 80% des coûts d'une entreprise, donc c'est vraiment devenu stratégique. Quels moyens vous allez investir pour réaliser votre objectif d'économie dans les temps que vous vous êtes fixés? Alors j'imagine que pour y arriver, il faut embrigader tout le monde, il faut donc communiquer en interne. Oui. J'imagine que ça ne doit pas être simple d'embrigader une partie du personnel ou la totalité du personnel. Dans le cadre d'un plan de réduction des coûts, ça revient presque à dire, je caricature peut-être, à tendre la corde avec laquelle ils vont peut-être se pendre en partie. Donc voilà. Donc comment est-ce que vous faites? Quelles sont vos recettes, Florent? Alors, la communication, elle est essentielle. Trop souvent, les entreprises voient l'optimisation des coûts comme un simple exercice budgétaire. Ça ne doit pas être le cas. La réduction des coûts n'est pas quelque chose qui doit uniquement être discuté et décidé au niveau du comité de direction. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de voir dans une très grande entreprise en Belgique des plans de réduction du coût qui ne fonctionnaient pas simplement parce que la manière dont c'était communiqué, les gens qui travaillaient, les employés, n'avaient aucune motivation à mettre ce que le comité de direction avait demandé. Qu'est-ce que ça allait leur apporter finalement de travailler avec moins? Ils n'y voyaient aucun intérêt. Et donc, ce que je trouve qui est très important de faire, c'est d'arriver à raconter une histoire et à lier les objectifs stratégiques que votre société a avec l'effort que toute l'entreprise va devoir réaliser. Qu'en fait, que toute votre entreprise, tous vos employés soient conscients et comprennent l'ambition que vous avez au travers de ce plan et qu'est-ce qui va permettre. Et donc, c'est essentiel de communiquer la raison. C'est parce que nous allons atteindre ceci que nous avons besoin de faire tels efforts. On ne coupe pas pour couper, c'est ça qu'il faut leur expliquer. Exactement, c'est exactement ça. Et donc, du coup, il faut vraiment que toute l'entreprise ait conscience de l'objectif et le fasse ensemble. Et dernière chose, il faut célébrer le succès. Si vous atteignez vos objectifs, célébrez-le. C'est important. Les gens ont besoin de ça. Se dire, OK, on a réussi, on l'a fait ensemble. Oui, une petite coupette de champagne pour féliciter. Voilà. Effectivement, voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, il y a souvent une distorsion ou un écart entre les objectifs que l'on se fixe et puis la réalité pratique du terrain? Pourquoi ce divorce? Alors, c'est exact, c'est un gros paradoxe. On voit que 90% des entreprises ont mis un plan de réduction des coûts en place dans les 5 dernières années, mais on voit également que seulement 17% de ces sociétés ont atteint leur objectif. Donc, il y a vraiment un gros écart entre « je veux réduire mes coûts » et « j'y arrive ». Et donc, ce que les entreprises doivent comprendre, c'est que le cost-cutting, ça peut paraître simple. Au final, n'importe qui peut le faire. Couper dans les coûts, c'est extrêmement simple. Or, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut vraiment voir cet exercice comme un exercice de création de valeur. Donc, vous devez investir
dans les gens qui vont être dans votre équipe achat. Il faut que la fonction achat, qui historiquement, les achats, c'était simplement une fonction où on commandait. Puis cette fonction achat, c'est devenu une fonction où on a commencé à négocier. Aujourd'hui, les achats d'une entreprise, les coûts d'une entreprise deviennent stratégiques parce qu'ils impactent concrètement les résultats de la société. Donc il est vraiment important de ne pas voir ça comme un simple exercice budgétaire, mais de vraiment porter haut et fort ces objectifs dans la stratégie de la société. Et donc c'est un peu plus compliqué que simplement venir avec un grand ciseau et exactement. Un grand ciseau et couper. Effectivement. Alors Geoffroy, j'en viens à vous. Vous êtes le spécialiste notamment des réorganisations d'entreprises. Comment peut-on ou comment puis-je savoir que mon entreprise a des difficultés? J'imagine la première réponse qui fuse, c'est un problème de trésor. Effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une entreprise est complexe. Il n'est pas toujours évident de se rendre compte si on est en difficulté ou pas. Le premier signal, et c'est le titre de votre webinaire aussi, cash is king, c'est un adage bien connu dans les affaires. Le principal impact va en général se situer sur la trésorerie. Simplement, ma marge ne permet pas de couvrir mes coûts fixes et ma trésorerie va s'en trouver dégradée. Oui, mais ce n'est pas la seule raison. Ce n'est pas parce qu'on a une baisse de marge qu'on a une baisse de trésorerie. Parfois, la trésorerie, elle chute à cause de la saisonnalité, à cause de l'accumulation des stocks, à cause d'un changement de modèle économique, et pas forcément parce que je suis en difficulté. Alors, il y a aussi des effets pervers à la trésorerie. Par exemple, un commerce de détail qui a un fonds de roulement négatif, ça veut dire que la croissance de son activité génère de la trésorerie. Mes clients me payent tout de suite au comptant, j'encaisse l'argent dans ma caisse, et moi je paye mes fournisseurs à 60 jours, 90 jours. Eh bien, quand mon business se développe, je gagne de l'argent, je pense que je gagne de l'argent, alors en fait peut-être que j'en perds. Ce qui est important, le principal élément, c'est d'avoir une bonne lecture de ce qui se passe. On peut prendre clairement la trésorerie comme une référence, mais il faut être capable de bien lire ce qui se passe dans la trésorerie. Et comment le lire au mieux? Mais c'est en analysant, en ayant un reporting précis, ponctuel, pas un trésorerie qui vous dit ce qui s'est passé il y a 6 mois. Quand on a un problème, c'est tout de suite. Et le reporting, il va se baser au niveau de la trésorerie à la croisée des chemins entre mon compte d'exploitation, le compte de résultat et mon bilan. Le compte d'exploitation, c'est le moteur de l'entreprise. Le bilan, c'est ma situation patrimoniale, c'est ma carrosserie. Eh bien, est-ce que mon moteur, il est suffisant pour faire avancer ma carrosserie? Non, je vais peut-être devoir diminuer la taille de ma carrosserie. Est-ce qu'il est en panne? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est conjoncturel? Ça sont des éléments qui sont importants. Je prends l'exemple d'une restructuration qu'on a effectuée suite à la crise de 2008. On a eu beaucoup de restructurations pendant les 5 ans qui ont suivi cette crise. Nous avons accompagné une société du secteur pharmaceutique d'environ 120 personnes qui était active sur 3 pays. Et le dirigeant, la première réunion que j'ai avec lui, je ne comprends pas. Chaque mois, mon compte en banque diminue de 100 000 euros, je le constate. J'ai une explosion de mes mauvaises dettes, ONSS, TVA, précompte. C'est souvent le cas dans les PME. Et je ne comprends pas ce qui se passe. Mon reporting dit que je gagne de l'argent. Eh bien, on s'est rendu compte que il y avait plusieurs sociétés dans ce groupe, dans différents pays. Les différents conseillers financiers ne se parlaient pas. Une société facturait à l'autre, mais l'autre ne mettait pas la charge dans son compte de résultat. Il y avait des distorsions au niveau des dates de clôture des sociétés. Et donc, en fait, avoir un mauvais reporting, c'est pire que de ne pas en avoir. Parce que ça met encore plus de temps pour vraiment arriver à la conclusion que j'ai un vrai problème, et le reporting va permettre d'identifier là où se trouve clairement ce problème. Donc là, ce qu'on a fait typiquement, c'est qu'on a mis les reportings au carré, on a identifié les soucis et on a appliqué une réorganisation spécifique aux problèmes de l'entreprise.
Alors je rappelle simplement aux membres du Cercle de Wallonie qui peuvent effectivement aussi poser des questions en direct. Là, je me fais déjà le porte-parole d'un certain nombre de questions qui nous ont été envoyées en amont, mais donc n'hésitez pas. Alors justement, Geoffroy, restons sur cet aspect-là. Que se passe-t-il si ma rentabilité plonge parce que mon chiffre d'affaires a plongé à cause du Covid-19? Qu'est-ce que je dois faire? Alors effectivement, la crise du Covid-19, elle a ça de spécifique et de très simple. C'est soit un arrêt brutal du chiffre d'affaires, soit une diminution du chiffre d'affaires quand on est impacté. La première chose qu'il faut se demander, c'est ok, cet impact de la crise du Covid sur mon activité, est-ce qu'il est passager et temporaire? Auquel cas, on va pouvoir financer la crise avec des financements de court terme, bancaires et autres, des réductions de type chômage temporaire? Ou est-ce que le Covid va avoir un impact durable sur mon activité, sur ma société? S'il a un impact durable sur mon activité, ça s'apparente quelque part à une réflexion beaucoup plus stratégique. Est-ce que je dois changer mon modèle économique? Donc on va vraiment partir sur des analyses stratégiques. Est-ce que les règles du jeu ont changé, vont changer? Et on va vraiment passer par des mécanismes de brainstorming stratégique comme des sprint design, etc. pour vraiment voir comment on va pouvoir s'adapter globalement par rapport à cette crise. On parle de diminution de chiffre d'affaires. Soit j'ai une diminution du chiffre d'affaires, mais est-ce que je vends des biens? Est-ce que je vends des mal? Ça, c'est un élément important. On prend un exemple excessivement basique, mais le nombre de dirigeants qui vont demander à leur commercial de réaliser une marge de 20%, et le commercial, il achète 100, il fait fois 1,20, il vend 120. Mais quand vous vendez 120 ce que vous achetez à 100, en fait, vous faites une marge de 16,6%. 3,4%, ce n'est pas grand-chose, mais c'est souvent la dernière ligne de résultat de la plupart des entreprises. Donc, une bonne communication avec ces équipes est excessivement importante. Privilégier la qualité par rapport au volume, conscientiser ces équipes de vente par rapport aux créances douteuses. Du chiffre d'affaires, c'est bien, mais il doit être payé, parce que sinon, il faut souvent 1 an de chiffre d'affaires d'un client pour récupérer une facture perdue. Et alors, si on a un problème de manque de chiffre d'affaires, ça n'empêche pas le fait qu'il faut quand même questionner la qualité du chiffre d'affaires. C'est pas parce que j'ai perdu 30% que je ne dois pas questionner les 70% qui restent. Malheureusement, c'est rarement le mauvais chiffre d'affaires qui part en premier. Celui-là, il a tendance à s'accrocher à mes commerciaux. Et il faut mettre en place des stratégies pour aller chercher du nouveau chiffre d'affaires. Et si c'est vraiment un impact structurel, eh bien, il faut réduire la voilure, adapter la carrosserie à la taille de notre nouveau moteur. Alors, question d'un membre du Cercle de Wallonie. Imaginons que mon chiffre d'affaires plonge, malheureusement, que je constate, comme vous venez de le dire, que mes commerciaux vendent mal, c'est-à-dire vendent à perte. Qu'est-ce que je peux faire pour couvrir, évidemment, mes frais fixes? C'est ça, sous-entendu. Oui, tout à fait. Alors, oui, mon chiffre d'affaires baisse. Donc, comme je le dis, ça n'empêche pas de questionner son chiffre d'affaires. C'est quelque chose d'extrêmement important. On vend très souvent mal et du mauvais chiffre d'affaires donne l'illusion qu'on a du travail. Donc je prends l'exemple d'une société qui fait 100 de chiffre d'affaires et qui en a 30, qui a du chiffre d'affaires à perte. Ça donne l'illusion à tout le monde qu'on a du travail et que tout va bien, quelque part. Alors que si vous l'enlevez, peut-être que vous ne perdez rien en rentabilité globale, peut-être même que vous gagnez en rentabilité globale, mais ça va aussi faire comprendre à l'organisation qu'elle manque d'activité. Donc toujours cette question du chiffre. J'ai un problème avec mes commerciaux. Avant de réduire l'équipe, questionner l'efficacité, les conscientiser, évidemment. Travailler sur le marketing, c'est pas parce qu'on est en crise qu'il faut arrêter d'investir dans la communication. J'irais bien au contraire. Le networking, la communication sont des éléments excessivement importants. Il faut bien se dire qu'aujourd'hui, les médias rament pour trouver des annonceurs. On a un espace publicitaire qui est très libre, on a un coût des publicités qui est en chute libre, donc c'est aussi un moment où on peut acquérir de la visibilité. Quand on a un marché très concurrentiel et que les concurrents ne communiquent plus, celui qui communique, il se distingue. Évidemment,
on peut faire tout ça au niveau des frais fixes. Si on a un vrai problème, on a constaté qu'on a un moteur qui est durablement affecté et qu'il faut s'occuper à ce moment-là de la carrosserie, eh bien, typiquement, personnellement, j'ai tendance à travailler énormément sur d'abord un brainstorm stratégique avec le dirigeant, puis on va faire percoler la mission avec de l'intelligence collective avec les équipes concernées. C'est absolument incroyable de se rendre compte que les gens, quand il y a un affectio societatis suffisant, vont être vraiment très motivés au destin de l'entreprise, surtout dans les PME, et ils ont des trésors d'imagination et de créativité. Et quand vous impliquez les gens dans la décision qui va les impacter, mais comment rendre cette décision encore plus acceptée? C'est juste impossible. D'expérience, on a restructuré il y a quelques années une agence de voyage qui avait un volume assez important. Et le problème, c'est que le dirigeant, aux commandes depuis plus de 40 ans de cette entreprise, mais ne s'est jamais vraiment adapté à la voilure des agences classiques dont la productivité était de plus en plus grande. L'ensemble de son personnel est considéré comme des enfants. S'en séparer était excessivement compliqué. Eh bien, on a fait l'analyse avec les concurrents pour se rendre compte que la productivité était... chiffre d'affaires par tête était très différente. On en a parlé au personnel, on a décidé de pistes de restructuration ensemble, et certains ont proposé de passer en 4/5e, passer à mi-temps. Tiens, moi j'ai peut-être une opportunité d'emploi ailleurs, ils sont partis, et l'effet vraiment très positif que ça a eu aussi, c'est que ça a donné un véritable coup de fouet à l'organisation, et là où on s'attendait simplement à réduire les coûts, en fait, ça a boosté le chiffre d'affaires parce que l'ensemble de l'équipe s'est mise à vouloir vraiment sauver cette entreprise. Alors une question qui peut être posée d'ailleurs aux deux, c'est la digitalisation. C'est une question aussi d'un des membres du CERF de Wallonie. Est-ce que la digitalisation peut être un outil qui permet d'être une réponse, je dirais, à la crise que l'on vit actuellement et peut-être aux futures crises? Alors, la digitalisation, tout d'abord, il faut savoir de quoi on parle. C'est un terme qui est très galvaudé, et quand on parle de digitalisation, on pense à la pointe de l'iceberg. La pointe de l'iceberg, c'est quoi? C'est le télétravail, c'est avoir un webshop. Mais la digitalisation, quand elle est bien pensée et bien faite, elle ne s'arrête certainement pas à ça. La digitalisation, c'est amener de l'efficacité et surtout de l'efficience dans son organisation. Si on prend l'exemple d'un déménagement, voilà, je suis plus heureux dans ma maison actuelle, j'ai un grand projet, je vise une nouvelle maison, il y a une localisation qui me plaît, un nombre de pièces, un grand jardin, etc. Et puis j'ai un budget en face. La digitalisation, c'est la même chose. Le projet de digitalisation, eh bien, il doit vraiment cibler certains départements de l'entreprise. Il doit se planifier et il rentre dans un système budgétaire. Quand on déménage dans une nouvelle maison, eh bien, on vide l'ancienne, on jette probablement la moitié de ce qui nous est plus utile. On se dit, tiens, finalement, j'avais un bureau, mais je suis pensionné maintenant, j'en ai plus besoin. La digitalisation, c'est la même chose. Dans un premier temps, on analyse froidement son entreprise et on va trier vraiment ce qui doit être digitalisé, ce qui est inefficace et doit être stoppé, et comment améliorer les choses. Alors, il y a un autre élément, et là, c'est plutôt un clash culturel avec cette nouvelle génération qu'on appelle les digital natives. Prenez l'exemple d'une jeune commerciale de 25 ans, excessivement compétente. Il rentre dans une entreprise qui a un historique assez long, avec une personne qui n'est pas du tout digitale aux commandes. On va avoir un clash culturel entre le patron qui attend qu'elle encode dans son CRM de manière manuelle, de manière assez importante, qui va attendre un reporting très contrôlé, très fréquent, etc., alors qu'elle elle veut servir ses clients par WhatsApp, par Facebook, par Messenger, par téléphone, etc. Elle a besoin de beaucoup plus de flexibilité. Et donc, quand on parle de digitalisation, il va surtout aussi falloir l'accompagner en termes d'adhésion du personnel et d'adhésion du management. Il faut vraiment que tout cela communique. Les digital natives, si aujourd'hui ils commencent à représenter une certaine part des employés, demain ce seront les patrons et après-demain ce seront les décideurs. Donc c'est vraiment un flux qui est en route et qui permet en plus, et on le constate aujourd'hui, une beaucoup plus grande adaptabilité à ce type de crise comme celle que nous vivons actuellement.
Alors une question pour Florent, mais sur laquelle vous pouvez rebondir, Oui. Geoffroy, c'est le facteur humain. On revient là-dessus, c'est ce que disait Bernard Blier dans un vieux film des années 50, ce putain de facteur humain, pour reprendre son expression, c'est la clé pour réussir, que ce soit l'optimisation des coûts ou la réorganisation d'une entreprise. Clairement, le facteur humain, il est essentiel. Pour réussir l'optimisation des coûts, ce n'est pas l'exercice de simplement quelques poignées de managers, c'est l'ensemble de l'organisation qui doit vraiment travailler et faire l'effort pour y arriver. C'est ce que j'expliquais, c'est vraiment la communication. Pour en revenir sur la digitalisation, je pense que réellement, il faut voir ça comme quelque chose de... C'est une évolution. Je vais prendre notre cas personnel, donc le cas de Bridgewater. Donc nous, on exerce une activité de conseil et on s'adresse aux grandes entreprises sur un modèle au résultat. Ça veut dire que nous sommes rémunérés en fonction des résultats qu'on fait réaliser dans l'entreprise. Depuis des années, on avait des demandes d'entreprises plus petites, de PME, de TPE, pour pouvoir les aider à justement mieux optimiser leurs achats. Mais notre modèle n'était pas rentable. La rentabilité de notre modèle no cure no pay, donc de rémunération résultat, ne peut s'appliquer efficacement sur des entreprises où les coûts sont trop petits. Donc du coup, il y a 2 ans, on a réfléchi à la manière dont notre activité de conseil pouvait être digitalisée. Et cette digitalisation, elle nous prépare à l'avenir. Donc c'est-à-dire qu'on vient d'une activité dans un seul marché avec un service de conseil, et maintenant on veut aller vers une taille de marché plus importante en se digitalisant, en s'ouvrant à des entreprises auxquelles on ne s'adressait pas dans le passé. Et je pense qu'aujourd'hui, les entreprises qui investissent dans la digitalisation sont les entreprises qui, en 2025, en 2030, performeront. C'est un vrai investissement, la digitalisation aujourd'hui. C'est comme ça qu'il faut le voir. L'impact ne sera peut-être pas comme vous le souhaitez directement, mais c'est l'investissement pour la réussite de demain. Geoffroy, vous corroborez, et l'aspect facteur humain, toujours aussi important pour la réussite de ces réorganisations? La réorganisation est quelque chose qui est excessivement difficile à vivre pour les gens, pour les équipes. C'est vrai qu'on en parle ici en tant que consultant. Eh bien, en tant que dirigeant d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose qui est excessivement compliqué à vivre. C'est pas marrant. Et c'est pour ça que cette complexité, finalement, quand on vit une crise, je dirais que la priorité va être de mettre le focus, de garder cette activité la plus simple possible. Keep it simple and smart, KISS, hein, un principe aussi bien connu. Tendance à conseiller de se fixer 3 priorités, 3 piliers, de ne plus en décoller. Si on vit une situation compliquée, eh bien, il faut commencer par la simplifier. L'autre élément, c'est qu'on a une crise, il faut comprendre ce qui se passe dans son organisation, ce qui se passe dans ses finances. J'évolue dans un marché, est-ce que les règles du jeu ont changé, comment cette situation impacte mes concurrents, mes fournisseurs, quelle innovation je peux mettre en place. Ça sont des éléments importants. Évidemment, le facteur humain est une absolue priorité qu'il ne faut pas sous-estimer. L'intelligence collective fait des miracles dans le cas d'une crise pour remporter l'adhésion des équipes. C'est aussi dans ce genre de crise qu'on peut constater qu'une entreprise avec une culture d'entreprise peut-être plus humaine, plus proche des gens, les gens vont réagir positivement. Je prends le cas d'une entreprise que j'accompagne qui s'est retrouvée avec une augmentation de son chiffre d'affaires pendant la crise ici du Covid, alors qu'on s'attendait à une baisse. Pourquoi? Tout simplement, la cohésion de l'équipe a fait que les gens voulaient venir travailler, ils ne voulaient même pas être en chômage économique, alors que des concurrents ont eu des problèmes avec leur personnel et ont dû fermer. In fine, oui, l'ensemble du marché s'est contracté, mais une partie du chiffre d'affaires et du revenu qui était pratiqué par les concurrents est revenu dans cette entreprise. C'est important, quand on gère une crise, quand on gère une réorganisation, de mettre de l'énergie, une dynamique positive.
il ne faut pas forcément voir ça comme la fin du monde. Quand les choses vont mieux, mais les gens peuvent repasser à temps plein, revenir dans l'entreprise s'ils sont partis à un moment. Et clairement, si en tant que consultant, parce que forcément au départ dans ma vie j'étais plutôt consultant, je sous-estimais ce facteur. Mais en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, pour moi, il est pour moi le facteur de loin le plus important dans la gestion d'une crise. Alors on arrive, je vous remercie tous les deux, on arrive tout doucement à la fin de ce webinaire. J'ai épuisé la plupart des questions qui avaient été posées ou en amont et par nos membres. Est-ce qu'on pourrait terminer par un conseil, un type à donner à nos membres, ce qu'il faut garder en tête de cette conversation à bâton rompu qu'on a eue tous les trois? Florent? Je commence. Je crois qu'il faut vraiment se dire que la réduction des coûts n'est pas un sujet simple, tant dans son exécution que dans la manière dont on va communiquer cet exercice. Donc il faut vraiment garder ça en tête. Il faut rester également factuel, mobiliser votre énergie et l'énergie de vos équipes là où il y a réellement des choses à faire. Ne vous lancez pas dans toutes les directions. Soyez efficace. Regardez les chiffres. Analysez ces chiffres sereinement en regardant là où il y a vraiment des enjeux et où vous pouvez vraiment atteindre des résultats, parce que ce sont ces résultats qui motivent, ce sont ces résultats qui vont vous donner envie d'aller de l'avant. Si vous n'atteignez pas ces objectifs, ces résultats, vous allez vous résigner et abandonner. Et pour en revenir au facteur humain, la communication est évidemment extrêmement importante. Chacun va avoir ses propres sensibilités et va être affecté différemment par des plans de réduction des coûts, par des situations auxquelles on sera sans doute contraint. Donc du coup, il faut vraiment s'assurer que vous allez vraiment utiliser de la psychologie dans la manière dont vous allez exécuter ce plan et que vous allez communiquer d'une manière claire sur où est-ce que vous voulez aller, quel va être le rôle de chacun pour y arriver, et surtout, il faudra, durant l'exécution de son plan, dire voilà où on en est. Est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on est en avance? Il faut communiquer aussi pendant l'exécution du projet. Il faut que les gens se disent « Ok, je vois où on en est, je vois sur base des chiffres que les choses avancent ou n'avancent pas assez vite. » Et donc, utiliser des métriques, utiliser des chiffres pour montrer. Et si vous faites ça, ça va être plus simple parce que les gens verront les choses avancer et donc seront motivés à aller jusqu'à l'exécution au bout de ce plan. Et à la fin, comme je l'ai dit, célébrer. Célébrer, effectivement, la coupette de champagne de tout à l'heure. Voilà. Alors, Geoffroy, même question, le tuyau ou les tuyaux de la fin? Tuyau de la fin, pour moi, il y en a trois. Le premier, clairement, c'est le focus. Concentrez-vous, simplifiez au maximum votre activité. S'il y a des départements dans lesquels vous doutiez initialement, c'est le moment de les arrêter, les revendre, les céder. Il y a plein de possibilités. Simplifiez au maximum votre organisation. Comprenez-vous vous-même, comprenez votre marché. C'est vraiment le moment aussi on est tenté en fait de se recentrer sur soi, de regarder, de ne pas regarder ailleurs, alors que c'est le moment où, au contraire, il faut s'adapter. S'adapter, ça veut dire regarder ce que les autres font, regarder comment évolue le marché. Deuxième élément excessivement important, évidemment, c'est le cash. Cash is king. Pour traverser la tempête, il en faut. Restructurer à un coût, malheureusement. Une restructuration, avant de produire ses effets, en général, elle coûte de l'argent, ne fût-ce que le coût des consultants. Et cette crise du Covid ici, mais elle semble a priori ne pas être trop problématique en termes de cash, puisque les banques, avec la garantie d'État, financent pas mal d'entreprises. On verra en 2021, on verra les problèmes de solvabilité qui risquent d'arriver. Donc, c'est pas parce que vous avez du cash qu'il ne faut rien faire. Et le dernier, évidemment, le plus important, le facteur humain, mobiliser les équipes, leur adhésion, travailler avec de l'intelligence collective, communiquer en interne, communiquer en externe, continuer à recruter. Toutes ces dynamiques positives permettent vraiment d'engendrer une puissance dans l'organisation. Vous savez, entre un ouvrier motivé,
productif et un nouveau qui est positif et dans une dynamique positive et un autre qui ne l'est pas et qui a envie de changer de job, vous avez une productivité qui peut être du simple au quadruple. C'est excessivement important d'utiliser toutes les ressources au maximum quand on est dans ces situations de crise. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci Geoffroy, merci Florent, merci à tous les deux en tant que membres du CERD Wallonie d'avoir partagé votre savoir-faire, votre technicité avec les autres membres, donc les autres collègues du CERD Wallonie, auxquels je donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre thématique d'actualité. N'hésitez pas, je vous le dis souvent, de nous envoyer les thèmes que vous souhaitez que l'on traite par webinaire dans un premier temps et en présentiel d'ici peu. Voilà, à très très bientôt. Merci et très bon week-end.